François Bon, les carnets. Aujourd'hui, on parle encore et toujours de Georges Perec. Que je les mette dans le bon sens, il y a deux fois. Ça figure ici dans lieu, œuvre majeure, ici dans la vie, mode d'emploi, œuvre majeure. Maintenant, je vais vous parler de L'œil ébloui. Je l'attrape, c'est toujours derrière moi. Vous savez, c'est un livre de photographie d'une Coachy White qui avait fait une sorte d'inventaire dans plein de villes des trompe-l'œil. Et c'est Perec qui a, en faisant la préface, a donné comme titre L'œil ébloui. Et donc c'est aussi une maison nantaise. L'œil ébloui, 3 impasse Xavier Graal, 44 300 Nantes, Thierry Baudin-Hulin. Et donc, venant de recevoir cette enveloppe, je sais ce qu'il y a dedans. Mais je ne sais pas ce qu'il y a dans les 3 livres, puisque je sais qu'ils sont 3. Autrefois, c'est un exercice que je faisais souvent. J'appelais ça service de presse, une fois tous les 2 fois par mois. Alors, à force, j'en recevais plein, des tas de gens qui me prenaient, soit pour un journaliste, ou en tout cas des choses envoyées sans aucune réciprocité, jamais. Mais c'est un exercice qui est ultra dangereux, parce que tu réagis sans avoir lu. Or, un livre, c'est le contraire. C'est s'immerger, comprendre. C'est le temps que tu mets avant de le lire qui compte aussi dans le temps de lecture. C'est ce qui se modifie de toi à mesure que tu avances, et c'est l'écho après. Donc, c'est un exercice que maintenant, je ne fais plus que très rarement. Et là, qu'est-ce qui compte? Eh ben, on y va. On prend les ciseaux. On est bien là devant le micro en ASMR. J'aurais dû prendre mon petit micro stéréo. Il faut toujours avoir une paire de ciseaux sur un bureau d'auteur. Est-ce que c'est bien les 3 livres? Oui! Cher François, heureux de te découvrir, les 5 à 7. Merci Thierry, bien reçu. Donc, c'est ça dont il faut parler. Bien sûr, de ce qu'il y a dans ces minces livres. Minces, ben oui, ils font 53 pages. Vous savez que Perec, c'est un livre posthume, 53 jours, livre qui est comme la Chartreuse de Parme, enfin la légende qui veut que Stendhal ait écrit, ait dicté en marchant, là, le petit bonhomme faisant des allers-retours dans une pièce, tandis qu'un scribe recopiait, mais Stendhal avait passé des années à traduire les chroniques italiennes. Donc en 53 jours naît la Chartreuse de Parme, et Perec refait pour lui l'exercice. Alors, vérifions. Non, celui-là, il compte pas, ça c'est le mien, il y en a 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'idée, donc, de Thierry, il la raconte lui-même dans le propre livre qu'il a inséré dans sa collection, Trajet Perec, c'est de demander à 53 auteurs un texte sur leur lien à Georges Perec, un texte qui fera 53 pages. Mais il veut pas forcément des essais. Alors, moi, je dirais pas que c'est le contraire. Quand il me l'a proposé, d'une part, j'ai pas hésité. Ensuite, j'ai dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est espèce d'espace. Parce que je l'ai toujours sur mon bureau, comme quiconque écrit. Mais dans espèce d'espace, il y a des fissures, il y a des énigmes, il y a des paradoxes, il y a des manques. Et faire une suite d'annotations sur espèce d'espace, et moi, ça a donné ça. Et peut-être maintenant, j'aurais même appelé note sur espèce d'espace directement, tu vois, pour enfoncer le clou. L'espace commence ainsi, c'est une phrase justement qui est dès l'ouverture d'espèce d'espace. Perec ouvre espèce d'espace par une phrase qui s'écrit ainsi, l'espace commence ainsi. Et est-ce que j'ai épuisé là en 53 pages et 24 fragments, parce que tu as une sacrée contrainte là dans la limitation? Non, je crois que ça m'a ouvert à une autre strate en ce moment. Nos ateliers en direct du mardi, on les fait sur espèce d'espace. On ouvre encore des portes et des portes. Donc, Thierry Baudin-Hulin, Trajet Perec, François Bon, note sur espèce d'espace. Et en plus, il m'a dit, ça marche bien. Merci à vous toutes et tous. Parce que c'est un peu le paradoxe. Les retours, ah ouais, super accueillis. Mais les retours, c'est toujours sur la collection, sur la
folie, appelons ça comme ça, de Thierry, plus que sur les livres individuels. Évidemment, il fallait bien ouvrir par un texte de Pérec, 50 textes qu'on connaissait déjà, mais qu'il a repris, recontextualisé, 50 choses qu'il ne faut tout de même pas oublier de faire avant de mourir. C'est un texte un petit peu miraculeux, c'est des choses qu'on peut faire pour soi-même. Alors il y a des dialogues avec Jacques Bins et tout ça. Histoire complice d'un inventaire radiophonique, et Georges Perec, c'est page 33. 50 choses que je voudrais faire avant de mourir. Aller aux îles Kerguelen, apprendre à jouer de la trompette, rencontrer Charles Trenet, ouais, peut-être qu'il l'a rencontré là où il est maintenant. Me racheter une motocyclette, écouter une fois de plus Dizzy Gillespie en concert, etc. C'est un texte court, c'est un texte court. Mais quand c'est un texte de légende, on peut faire un livre de 53 pages avec un texte court, surtout avec l'ensemble du dispositif qui est construit. Et puis, permutation. Alors, c'est un collectif qui s'appelle Yokna. Et ils ont travaillé sur une police spécifique là pour le livre, le W. Et c'est leur réflexion, là, une réflexion typographiée sur leur rapport à la typo et à l'invention des livres et comment se construit le A. Et vous savez que, évidemment, dans Pérec, tout ça, ça compte au premier plan. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je ne sais pas lequel est le 5, lequel est le 6, lequel est le 7. Ah si, c'est marqué là. 5, Claro. 6, Anne Savelli. 7, Antonin Crène. Est-ce que je les connais tous les trois? Oui. Est-ce que ça change quelque chose par rapport à la surprise d'un livre? Non. Dans quel ordre les prendre? Allez, Antonin. Antonin, alors à chaque fois il y a une petite carte postale, moi j'en fais provision, je m'en sers de marque-page pour plein de choses. Ce qu'il y a dans les autres, ouais, je vais faire provision des petites cartes postales. Vous lui direz pas à Thierry que je me sers de ça comme marque-page pour d'autres usages de correspondance, quand j'envoie un livre, là, comme ça, je mets ça dedans. Alors Antonin Crène, ah ouais, lui et moi, c'est une génération d'écart. Mais on s'est rencontrés parce qu'il était en résidence. Vous savez, il y a plein d'auteurs qui sont un peu spécialisés comme ça dans résidence. Ah, moi, j'ai jamais fait trop ça d'abord. Il y avait les enfants, tout ça, et puis être astreint à résidence. Moi, j'aime bien ma résidence bulle ici. Alors, du coup, ça me coupe un peu de tout ce monde-là. Moi, j'aime bien aller faire des trucs de terrain. Puis il y a toujours des ambiguïtés sur ces trucs de résidence. Alors, on te dit, oui, 30% du temps sera réservé. Ben, 30% de quel temps? Si tu es en résidence, quand tu manges, tu dors, c'est 24 heures par jour, donc ça fait 8 heures par jour. Non, 35 heures par semaine. Bah, oui, mais t'as déjà vu un auteur qui travaille 35 heures par semaine, toi? Bon, peu importe. En tout cas, pour moi, l'intervention, qu'elle soit scolaire, qu'elle soit avec n'importe quel public, si c'est écrire, c'est un travail qui se rémunère, mais surtout qui est considéré comme travail. C'est pas un droit voisin ou un droit accessoire, comme dit l'URSSAF, que de construire des ateliers. Et atelier, il n'y a pas besoin d'être contraint à dormir et manger sur place pour aller faire des... Bon, allez, on n'entre pas là-dessus, mais Antonin, il faisait une résidence comme ça, où, à Luçon, ma ville natale, et en plus, c'est une communauté de communes qui regroupe, justement, Trièze, c'est l'Aiguillon-sur-Mer, où ma mère était instituée, où j'ai passé ma première année d'existence, et Saint-Michel-en-L'air. Moi, je suis resté de mes 1 an jusqu'à la 6e. À la fin de sa résidence, il a eu la gentillesse, alors que jamais, moi, on m'invite dans des trucs comme ça, et surtout quand tu es du pays. En plus, c'est comme à Tours, tu crois qu'en 25 ans, tiens, mon copain là, Martin Vinclair, tu devrais bien en faire, Martin Vinclair qui a pris son nom dans Georges Perec, tu devrais bien faire suggérer un petit truc à Baudin-Hulin. D'ailleurs, on passe la journée ensemble après-demain. On en parlera, parce qu'on ne sait pas tous. Antonin Crène, il n'a pas pris son nom dans la vie, mode d'emploi de Georges Perec.
C'est comme ça donc que je l'ai rencontré. Ouais, je disais, Martin Winkler, là, il est en résidence 2 mois à Tours, pour faire des trucs. Moi, ça fait plus de 12 ans que je travaille avec ces gens-là. Toi, ça c'est toujours marrant. Allez, on passe. Il faudrait bien quand même qu'au bout de la demi-heure, j'ai parlé un peu des livres, mais j'étais en train de parler d'Antonin Crène, qui avait eu la gentillesse de m'inviter là où justement il était en résidence, dans cette ville sinistrée là, de Luçon. Il y avait une espèce de grand Airbnb, un peu délabreux aussi. Il y avait des chambres par-ci, par-là. Plus lui, il avait tous ses amis là, qui venaient, qui rentraient. William Chevillon, on est resté amis aussi, justement. On se fait des nouveaux amis. Là, j'avais pris une piole, j'étais resté 3 jours avec lui et je l'avais emmené à Saint-Michel-en-Lerme, visiter mes lieux d'enfance et même mes tombes au cimetière. Ça tombe bien puisque lui, Antonin Crène, avant, il a travaillé aussi au service des cimetières de la ville de Paris. Mais ce qui m'avait vachement surpris dans les ateliers qu'il faisait, c'est que tout passait par les arpentages, par les cartes. Et alors depuis, je suis plus qu'attentivement ces travaux d'atelier. Toujours, il y a cette géographie. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, lui, sur Pérec? Je boirai mon café très vite, très chaud. Puis je sortirai le livre jusqu'alors blotti dans mon manteau à la place du portefeuille, l'édition de poche du 53 jours de Georges Perec. Vous voyez, la mise en abîme. Mais quand tu te mets toi-même une mise en abîme comme ça dans les pattes, où ça te fait glisser. Ce livre renferme des mystères car il est resté inachevé, son auteur mort avant d'en écrire la fin. Donc Perec est là, présent, mais en fantôme. La couverture reproduit une sorte de panneau routier dans le désert, une peinture murale montrant des voyageurs en burnous et turbans à dos de dromadaire. Moi je l'ai pas, cette édition de poche. Une flèche rouge indique Tombouctou, 52 jours. Pourquoi ce chiffre 52 alors que le livre s'intitule 53 jours? Et pourquoi ces guillemets encadrant le titre? Il s'agit peut-être d'une gradation, ajouter une unité, puis envelopper le tout d'un signe typographique, parenthèse, crochet, guillemets, anglais, allemand. Et Antonin Crène, il a aussi fait c'est l'école Boulle ou l'école Étienne, je ne me rappelle plus laquelle des deux, mais enfin en tout cas, moi je me souviens qu'à Saint-Michel-en-Lerme, toujours, il me montrait les vieilles typos décolorées, et puis on parlait de ces lettres là, faites par les peintres en bâtiment, il y a 60 ou 100 ans, et ça aussi, c'est ce qui nous a rapprochés. Donc tu vois, là on y est en plein dans le projet Thierry Baudin-Hulin. C'est-à-dire Perec est là en fantôme, mais il est là dans tes usages de lecture, et puis il est là parce que tu le retrouves avec écrire, avec ces tout petits détails là qui sont dans un livre et qui provoquent là le glissement. Alors bien sûr, après je vais lire ça tranquillement, c'est pas exclu même que je revienne, mais parenthèse crochet, guillemets anglais, allemand, là, tu sais que c'est Antonin Crène qui écrit. Il faudrait donc compléter la suite des entiers naturels 52, 53, 54, chiche. Alors j'ouvrirai le livre à la page 54. C'est l'action de la lecture qui devient le récit. Tout en bas, proximité du folio, je lirai ces phrases. En pleine nuit, les policiers font irruption chez Fly, qui habite une villa au Pec. Fly est là, apparemment tiré d'un profond sommeil. La police exhibe un mandat de perquisition, entreprend une fouille en règle de la maison. Qui est ce personnage? Fly. Je répéterai son nom. Fly, un anglophone. Une mouche passerait, mes pensées s'envoleraient. Aussi, je regretterais mon café brûlant. J'aurais dû commander un pastis 51 avec des glaçons, histoire d'anticiper le décompte. Je récapitulerai de rechef 51, 52, 53, 54. La ligne de bus 55 relie Versailles à Bougival. Ce n'est pas loin d'ici, mais enfin, ça ne passe pas par le Pec. Il est, lui, du Vésiné-le-Pec. L'année 56, c'était l'indépendance de la Tunisie. 57, l'indicatif téléphonique de la Colombie. Et alors, page 54, une villa au Pec. C'est la seule mention du Pec par l'auteur PECQ, donc le Vésiné-le-Pec. Il n'y fait aucune autre référence. Il n'y a probablement jamais mis les pieds. Le Pec est presque un anagramme de Pérec, si on prend la peine de rouler le R et de rajouter un Q à la fin de Pérec. Je prononcerai le mot à voix basse et la serveuse me regarderait de travers. Je me ferais enfin remarquer. D'habitude, je passerais inaperçu. Et il faudrait soliloquer plus souvent. Le personnage de Fly est un Américain
ancien marine, ancien catcheur. Il habite certainement le domaine de Grandchamp, car Pérec ne dit pas un pavillon, mais une villa. Ce quartier est de loin le plus luxueux du PEC, une zone résidentielle close, richement habitée, suspendue à la colline de Saint-Germain sur l'autre rive de la Seine. On franchit en voiture une grille intimidante. Là, tu vois, la position de l'adjectif à la fin de la phrase, typiquement du Pérec. On franchit en voiture une grille intimidante. Bon, Antonin Crème, c'est ce passage sur lequel je suis tombé, et tu me diras, c'est peut-être pas le plus significatif du livre, ni de la démarche. C'est pas grave. Maintenant, je vais le lire dans l'ordre. Alors, Anne Sailly, je l'ai connue, je sais pas quand, ça remonte au début là, de nos expériences web. Moi, je venais de fonder Remue.net 1999. Elle tenait un blog, elle aussi, qui lui s'appelait Open Space. Et il s'agissait quoi de Open Space? Open Space, attention, non. Fenêtre, Open Space. Fenêtre sur l'espace ouvert. Ou fenêtre en tant que telle, espace ouvert. Et dans Fenêtre Open Space, il y avait ça de fascinant, c'est que c'était toujours les expériences de la ville, les balades, les déambulations, les stations, la pièce où on travaille, la pièce où on s'installe pour lire, la pièce où on va écrire. Elle a inventé un mot qui s'appelait holoé. Et maintenant, on est pas mal à l'utiliser de façon courante. Attends, c'est quoi ton holoé en ce moment? Ou lire, ou écrire. Je suis sûr qu'elle a mis le mot holoé quelque part, là, dans son livre. Tiens, c'est bizarre, il y a des cachets. Ah, on va lire ça. On va ouvrir par là. Alors, Fenêtre Open Space, pour moi, c'est un site fondateur. Et fenêtre, c'est que c'est une des énigmes d'espèce d'espace. Tu as le truc sur l'appartement, puis à la fin, tu as porte, escalier, mur. Est-ce que tu as des fenêtres? Non. Donc, comme a fait Raymond Bosier, comme a fait Olivier Rollin, ils ont été toute une cohorte, une escouade à ouvrir les fenêtres et que Pérec ne voulait pas mettre dans son livre. Parce que rien n'est... chez lui, signe d'une attention approximative. C'est pas ça. Alors, Anne Sailly, elle a fait son chemin depuis des bouquins qui, pour moi, alors le plus connu, là, c'est un des plus récents, là, sur Marilyn Monroe. Moi, c'est pas trop ça, mais Fenêtre Open Space est devenu un livre aussi en 2007, Le mot et le reste. Il y a Franck Caroman, je m'en souviens, mais c'est pas forcément pour moi ce qui était sa piste, mais après, ça a été 2 livres importants. Décor Lafayette. Ouais, tu prends les galeries Lafayette, t'en fais un monde. Et Décor Daguerre. Voilà, tu prends une rue et t'en fais un monde. Alors, elle anime un collectif qui s'appelle L'Air Nu. Enfin, elle anime. Ils ont été 3 ou 4 à fonder un collectif qui s'appelle L'Air Nu, qui propulse là des enregistrements audio, des enquêtes audio sur la ville ou des fragments lus. Donc, évidemment, qu'Anne Sailly soit là, dans cette collection Pérec, parce que comment tu peux entrer dans un truc comme ça sans que ce soit même, là, justement, une réflexion directement sur ton propre travail? Alors là non plus, je n'ai pas eu le livre à l'avance, je ne le connais pas. Lier les lieux. Comme moi, c'est l'espace commence ainsi. L'espace commence ainsi. Tu as une phrase de Pérec, l'espace commence ainsi. Tu vois, tu veux faire tes notes sur espèce d'espace, l'espace commence. Et voilà, ça y est, c'est ton livre qui commence. Et elle, lier les lieux, virgule, élargir l'espace. Lier les lieux. Quel lieu? Lieu. Les siens, ceux des autres, ceux des livres des autres, réinventés, rêvés. Valeur du village qui augmente quand Proust y adore. Quand Balzac s'y est caché, plage de Duras, chambre de Virginia Woolf, ce serait cela et autre chose dont je ne sais que dire pour l'instant. Je devine simplement qu'un agencement existe, nous permettant d'écrire. Un jour, un dialogue s'instaure avec quelques segments de ville. Tiens, segments de ville. Étrange expression. Un pan de mur, une rue en pente, un intérieur entreaperçu. C'est comme si le lieu appelait, il demande à être pris en compte, on ne l'entend pas, il insiste, il exige d'être regardé, il veut qu'on examine ce qui le constitue avec soin plusieurs fois.
C'est marrant. C'est pas du même auteur. À la fin du livre de Savelli, justement, le travail sur Marilyn Monroe n'y figure pas. Bon, elle a pris que dans ses livres publiés, ceux qui concernent l'expérience Pérec. Mais tu vois, dès la première page, tu as déjà une signature. Dans ce cas, point d'interrogation, point d'interrogation. C'est-à-dire la question sur ce qu'on est en train de faire, là, dans le lieu, à l'intérieur du lieu, en restituant le lieu, c'est l'avancée même du récit. Et en cela, Savelli est vraiment péréquienne. Alors qu'est-ce que c'est ce truc-là en feuilletant? Alors est-ce que le livre fait 53 pages? Bien sûr, le livre fait 53 pages. Ça, c'est la page 47. Et au milieu, il y a un tampon de bibliothèque. Vous savez que ces espèces de tampons que nous, on trouve très souvent, parce que tellement de livres indisponibles, les éditeurs saccagent eux-mêmes leur propre trésor. Donc, 3 livres sur 4 que j'achète, c'est des trucs que tu trouves. Donc, tu les trouves chez Recycle Livre, chez Momox, tout ça. Et 8 fois sur 10, c'est des livres déclassés des bibliothèques. Alors, il y a toute une collection. Ceux qui sont familiers de ces carnets, ils savent comment j'en parle souvent, parce que, hop là, éliminé, jeté, rejeté, déclassé, etc. On a toute la variante, mais elle, tout d'un coup, là, on a... ils ont dû s'amuser, Yopna et Thierry, pour aller faire ça. Mairie de Paris, bibliothèque Port-Royal, 38 Terre, boulevard de Port-Royal, 7505, Paris. Et elle lit, comme elle lit le livre, elle décide de lire aussi c'est un truc. Alors, tournons la page, Mairie de Paris, bibliothèque Port-Royal, là, c'est, hop là, rayé, biffé à la main, et on voit que c'est vraiment à la main, et le livre a été transféré à Réserve Centrale, 46 bis, rue Saint-Maur, 75 011, Paris. Ça, on a ça aussi chez Nerval, l'enquête, là, sur... l'abbé de Fontenoy, ouais. Rechercher le livre remplace, en tout cas constitue le récit lui-même, et à la fin, c'est le livre qui devient l'histoire même, la recherche du livre constitue l'histoire même du livre. Allez voir Nerval, les Illuminés. Aujourd'hui, j'emprunte le cahier des charges de la vie mode d'emploi. Alors, le cahier des charges de la vie mode d'emploi, c'est compliqué, parce que dans l'espèce d'espace, il y a un tout petit truc là sur le projet, là, sert d'ébauche à la vie mode d'emploi, et il y a un ensemble d'une 50aine de pages, très complexe, qui a été édité par le CNRS, donc ça vaut cher. Donc moi non plus, je ne l'ai pas. Donc elle va aux bibliothèques. C'est facile quand tu es à Paris, tu vas aux bibliothèques. Là, quand tu es là au Carrefour où j'habite, une bibliothèque pour moi c'est Internet. Il faut que j'aille voir parce que ça on doit pouvoir la récupérer. Tiens. Et le cahier des charges, donc, c'est la mine de fabrication qui a mené à la vie mode d'emploi. J'emprunte le cahier des charges de la vie mode d'emploi emprunté à la réserve centrale des bibliothèques de Paris et qui a été déposé à ma demande à la bibliothèque François Villon dans le 10e en me demandant si j'y retrouverais quelque chose de cette question du lieu, peut-être obsessionnelle, qu'en réalité je ne suis pas sûr d'évacuer, même à la changer en décor. Je l'ouvre à la première page, décidé à lire à voix haute, dans l'ordre, ce qui se présentera. Pour commencer, ce tampon à l'encre bleue. Mairie de Paris, bibliothèque Port-Royal, 38 Terre, boulevard de Port-Royal, 7505, Paris. Tiens, allier les lieux, une fois de plus, qu'est-ce qu'on risque? Je suis né à la maternité Port-Royal. Maternité, bibliothèque, par le nom, par l'adresse, une double appartenance pour moi seul survient. Pérec a eu l'Atlas, qui englobe à lui seul le titan pétrifié, ciel sur les épaules, métamorphosé en montagne, et le recueil des cartes. Moi, j'ai Port-Royal. Chaque bibliothèque de la ville de Paris m'appartient, et Paris est ma ville, qui m'empêche de le dire, puisque j'y suis né et ai appris à lire. Tournons la page. Mairie de Paris, bibliothèque Port-Royal, 38 Terre, rue de Port-Royal, 7505 Paris, biffé. Réserve centrale, en gras, et ils ont respecté l'oblique du cachet. Ça, moi, sur Photoshop, je sais faire aussi. 46 bis rue Saint-Maur, 75 ou sur une design, je pense qu'il travaille sur une design. Cette fois, le tampon de Port-Royal a été barré en haut d'une croix, au crayon, remplacé à l'encre rouge par Réserve centrale, 46 bis rue Saint-Maur, 75 011, Paris. Que signifie Réserve centrale? La source de toute écriture
Devant moi se dresse une inépuisable citerne de noms, d'images, de citations, de références, de phrases enchevêtrées sans rapport avec la réelle rue Saint-Maur. La réserve centrale recueille l'eau de pluie. Elle empêche de mourir de soif. Elle permet par moments de vivre en apesanteur, à d'autres de creuser le fond. Tour à tour, elle prive de lumière et ouvre les fenêtres, modifie le rapport au temps organique. Elle mène aux chambres secrètes dans lesquelles circuler, crée des bulles sensibles qui s'animent et s'hybrident, évite de trop se cogner. Au lieu de lire à voix haute le cahier des charges de la vie mode d'emploi, ce qui de toute façon n'est pas possible, puisque je ne suis pas seul dans cette bibliothèque, de lister chaque point de pensée classé ou d'espèce d'espace qui a eu son importance, tant d'importance au fil du temps, d'arrêter d'écrire pour les rouvrir, pensée classée, espèce d'espace, ou non, du reste, d'arrêter d'écrire tout court, puis de tout reprendre depuis le début, de marteler chaque phrase, vérifier chaque virgule, gommer, reprendre, avoir l'impression. Voilà, ça. Je crois que ça va être bien, lire ce livre. Tu reçois 3 livres, après il va falloir... Comment tu fais ça, de lire 3 livres en même temps, si tu n'as que 2 mains? Et il me reste Claro. Il n'a pas de prénom, Claro, si, il en a un, mais il n'aime pas qu'on l'appelle par son prénom, Claro. Donc on garde que le nom. Il y a des gens qui n'aiment pas trop qu'on vous appelle juste par votre patronyme, mais lui c'est ça, au contraire. À la mémoire de Bernard Höpfner et de Paul Tchaikovsky-Lawrence. Paul Tchaikovsky-Lawrence, POL, qui a été évidemment l'éditeur de Pérec chez Hachette. Et ensuite dans sa propre maison. C'est sympa d'avoir fait ça. Alors Claro, ben, c'est une espèce de foyer d'énergie, là, coriace. Quand on le suit sur Twitter, maintenant c'est différent depuis Elon Musk, il y est moins, mais c'est un gars qui cogne, qui laboure. Il a un blog qui s'appelle le clavier cannibale. Tiens, il y a un moment que j'y suis pas allé, parce que c'est plutôt des critiques de livres, c'est pas quelqu'un qui vient vraiment dans notre domaine numérique. Puis il a été très occupé depuis 2 ans, parce qu'apparemment, je crois, si je le suis comme ça, je crois que ses grandes aventures, ça a été d'acheter une maison en zone rurale, je sais plus où, je connais pas trop ces coins-là, d'adopter un chien et de faire des travaux dans sa maison et de devenir le directeur éditorial des éditions Incultes. C'est lui, d'ailleurs, je crois, en tant qu'éditeur, qui a publié le Marilyn Monroe d'Anne Savelli. Mais Claro, c'est des espèces de titres, je les aperçois dans le fond, là, je ne peux pas les chercher. Comment rester immobile quand on est en feu? Vous l'avez lu celui-là? Et il y en a un autre aussi, alors tous les diamants du ciel, plonger les mains dans l'acide inculte, hors du charnier natal, aussi chez Inculte, mais ça je l'ai pas lu. La maison indigène, très beau travail autobiographique. Et puis au seuil, alors celui-ci, non seulement je l'ai lu, mais je crois que j'ai fait une vidéo là sur mon site. Sous d'autres formes, nous reviendrons. C'est une démarche qui est toujours pareil. Si tu t'interroges sur la langue, tu t'intéresses plus à la question récit poétique ou récit poésie. De toute façon, c'est une poétique qui emmène le creusement. Mais Claro, c'est aussi comment il fait pour traduire. C'est que des livres impossibles à traduire, que les livres que traduit Claro. Il a traduit William T. Wallman. Quand tu lis quelques pages de Wallman, tu te dis mais comment on a pu traduire ça? Il a traduit Lassie Hellman, vous savez, 1000 pages avec le fait que cette femme-là qui est 3 heures durant dans sa cuisine de lotissement, et puis tout ce qui passe, le fait que... Alors, ça s'appelle... en américain, ça s'appelle Ducks at Newburyport. Lui, il a traduit ça à Les Lions. C'est le seul reproche que je fais, ce titre qui veut rien dire pour moi. Mais quel livre hein. Et puis les Pynchon. Puis alors d'autres que moi me concernent moins, mais comme traducteur. Bon, alors Claro, une seule lettre vous manque. Évidemment, il parle de la disparition. La disparition, en français, la lettre E est la plus commune. Tu supprimes la lettre la plus commune de l'alphabet, t'écris quoi? Ah ouais, mais la lettre E, c'est la double lettre de Perec, francisé en Pérec, sans qu'il l'ait décidé, son père. C'est la double lettre du mot père
un des premiers morts de 1940, quand tous ces juifs d'Europe centrale, plutôt que de retenter un deuxième exil, se sont portés volontaires dans l'armée française et qu'on les a envoyés devant les mitrailleuses. Et le mot « mère », sa mère qui est embarquée pour Auschwitz en 1942, et qui n'apparaît même pas dans la comptabilité du camp. Donc la disparition, il y a ce socle, il y a ce soubassement dessous, comme dans la vie mode d'emploi, 1870-1970, et puis au milieu, t'as quoi? T'as les 4 ans de la collaboration, et c'est ça, c'est cet écart, Pérec. Alors, la disparition, je sais qu'elle est... l'étonnement, c'est que c'est un livre prodige, un livre prouesse. Oh, toi qui nous lis, il nous faut sans plus faillir t'affranchir, quoi qu'à coup sûr, tu as compris aussi que Sturmy portait sur son carapaçon. Oui, tu avais raison, il s'agissait d'Aignan. Or, Aignan ignorait qu'à l'instar d'Oedipo, Sibylla fut sa maman. Or, Sibylla ignorait qu'Aignan fut un fils. Or, Sibylla conçut un fol amour pour Aignan. Or, Aignan conçut un fol amour. Et puis, je prends... Il y aura donc 3 instants du discours. D'abord, nous croirons voir un galimatia confus, un capharnaüm insignifiant, constatant pourtant qu'il s'agit d'un signal affirmatif sûr, soumis à un pouvoir codifiant, à l'approbation d'un public qu'il a toujours admis, un outil social assurant la communication, la promulguant sans infraction, lui donnant son canon, sa loi, son droit. Pardon, fit tout un chacun n'arrivant pas, aurait-on dit, à saisir l'omi qu'Ottavio Ottaviani paraissait lui avoir vu. L'on ouït un bruit concis, fugitif, un plof, ou plutôt un ploc, un brin crissant, un brin agaçant, mais si fin qu'on l'oublia aussitôt. Cramoisir, Rubicon, Ottaviani gonflait, voilà la disparition. C'est-à-dire que quelquefois tu as des pages qui sont conçues, est-ce que je vais en trouver une, c'est pas très grave, mais qui sont conçues pour que ça dessine des gros E majuscules, enfin de l'édition originale. Il y a aussi une histoire, c'est que la seule licence que Pérec s'est donnée, c'est qui, que, quoi, dont, où. Alors qui, dont, où, ça va, mais où est donc Ornicard, mais où donc Ornicard, ça va, mais qui, que, ça va pas. Donc là, il s'était donné que Q, U, E, au lieu d'utiliser qui, quoi, comment, de temps en temps, il y a que qui est écrit Q, U sans le E. Et il se dit que les types chargés de l'impression, au dernier moment, avaient corrigé sur les épreuves parce qu'ils n'avaient pas compris le truc, il faudrait que j'en voie un. Et que donc, il existe un certain nombre, Q apostrophe, là, évidemment, c'est facile, Q apostrophe, avait connu jadis, c'est la National Library, qui a toujours 3, 5, 6 ou parfois jusqu'à 8 significations, mais nous montra Percival l'approximation qui fournit un apport vital à l'art nippon n'aurait pour... Mais il paraît qu'on trouve parfois chez des bouquinistes, alors moi je regarde évidemment à chaque fois toujours des disparitions où le QUE figure avec évidemment un manquement terrible à la règle. Pérec a écrit les revenantes, REVENENTES, où là il n'y a que des E et ça marche toujours pareil. Alors que Claro, quand il est traducteur de Pynchon, de Alan Moore, de Lassie Hallman et de tant d'autres glissent là, la disparition, ça a été traduit en américain, hein, ça a été traduit en allemand, ça a été traduit en italien. Donc c'est une sorte de clé de voûte prodige. Un traducteur, tiens, t'as prouvé qu'il a été capable. Alors tu fais quoi? En italien, tu enlèves, quelle est la lettre la plus fréquente? C'est pas le E en italien. Et tu gardes ça comme axiome et tu travailles à suivre le récit de Pérec. C'est un peu comme avec les synonymes. À première vue, on croirait du troc, mais on a bien compris qu'il y avait arnaque. Alors troc ou arnaque, ça choque, ça claque un peu pareil. On pourrait dire aussi que ça cloche ou que ça cloque, mais ce qui est sûr, c'est que la disparition, c'est pas juste une arnaque, ne se réduit pas à une entourloupe. De même que la traduction ne se résume pas à une partie de cache-cache ou de cache-cloche ou de cloque, de cache-cloque ou de cloche-troc. Imaginez que ces mots qui vont par de cache, cloque, cloche, troc soient des images et que je les retourne. Pas sûr qu'on gagnerait à tous les coups. Quand on fait disparaître des choses, on le fait pour gagner du temps.
Mais qu'est-ce que gagner du temps quand on le perd à dresser des miroirs déformants, à tendre des obstacles, à imaginer des itinéraires de délestage du sens et des sons, à arracher l'accent aigu sur son nom, à jouer au jeu de Go? Il semble que gagner du temps, hélas, prenne du temps, raison pour laquelle l'écrivain fait du temps un espace, de la mémoire un livre, des disparus une présence. Au début de la disparition, le personnage principal, Anton, subit une opération du nez. Mais bien sûr, Pérec ne peut pas dire nez. Il dira donc, entre autres, sinus. Mais dans ce cas, pourquoi avoir choisi de parler d'une opération de nez? Il suffit de convoquer l'expression, ça se voit comme un nez au milieu du visage, pour comprendre de quoi parle Pérec. Pas de nez, on ne sent donc pas de sens de l'odorat, ou pas de sens du tout, plus de sens. Je pense que parvenu à ce stade, vous sentez vous aussi le vertige qui accompagne l'entreprise de Pérec. Dire sans dire, montrer sans nommer, creuser un trou sans le remplir, une fosse vide, travailler la béance, mais pas au pif. C'est peut-être ici que le processus de traduction peut nous aider à comprendre en quoi la disparition est en plus d'un livre sur la langue, le langage, la diction, un livre sur l'impossibilité et la nécessité de l'équivalence. Donc ce que tu ouvres, c'est l'absolu littéraire dans le travail de traduction lui-même. Alors là encore, qu'est-ce que c'est dur de se dire « Pauvre Claro, il n'a eu droit qu'à 53 pages pour ça ». Considéré comme un texte à contrainte, à la disparition et surtout une ode aux libertés. Celle que le texte, dès lors qu'il installe la conscience d'écrire dans la trame même de son étoffe, peut se permettre. Une contrainte n'est pas une interdiction, mais plutôt une invitation au détour, au contournement. Or, c'est précisément cela, le détour, le contournement, qui est la grande affaire de l'écriture. Non pas traverser les choses comme une pièce, mais les éviter pour mieux les voir, se méfier de leur appréhension directe au profit d'une perception distanciée. Mais distanciée ne veut pas dire objective ou neutre ou insensible. Au contraire, il y a dans le détour une fausse prudence qui a valeur à la fois d'exil et de mouvement d'encerclement, comme si écrire, c'était faire en sorte qu'un point puisse cerner de partout un cercle. Renversement des valeurs et des principes, donc. La contrainte ne consiste pas à s'imposer des tabous, mais à s'inventer des totems. Parfois, il n'est pas souhaitable de prononcer le nom de l'idole. Ce qui disparaît, cesse-t-il d'exister? Telle est la question que nous pose la vie. À chaque instant. Ce texte est une reprise, largement modifiée et augmentée, d'une intervention faite lors du festival Écrivains en bord de mer en juillet 2017. Merci à Brigitte et Bernard Martin de m'y avoir invité à parler de la disparition de Pérec. Je me souviens d'avoir filmé Claro au festival Écrivains en bord de mer, mais c'était plus tôt, c'est vrai que c'était pas cette année-là, c'était avant, sur autre chose. Voilà, bon, maintenant, moi, ces trois, je vais les lire. Comment tu finis une vidéo comme ça? Tu finis en disant que Thierry Baudin-Hulin, l'œil ébloui, a décidé de faire 53 livres commandés à 53 auteurs, chacun s'exprimant en 53 pages, sur Pérec, non, sur son rapport à son travail, par le prisme de Pérec. Alors 4, moi j'étais hyper fier dans les 4 premiers. Ça m'a vraiment touché, plus que ce que je lui ai dit. Je sais déjà, mais je ne le dirai pas, quelques-uns de ceux qui vont s'annoncer par la suite bientôt. Mais là, tu vois, 4, c'était facile. Pérec, Thierry sur sa propre tentative, Yokna sur cet incroyable boulot. Oui, c'est eux aussi qui sont responsables. À chaque fois qu'il y a un livre s'ajoute à la collection, les petits carrés se disposent autrement. Il y a un petit carré de plus et le dernier sera entièrement blanc avec pour titre. Et là, c'est repassé faire les 4 premiers, fastoche, passer de 4 à 7. Et là maintenant, c'est parti pour les 53. Et on va rester accroché sérieusement dans ce train-là. Et merci à Thierry et aux 3 du cadeau.